Bonjour, bienvenue dans Classé du Plus, salut tout le monde, salut Médoc. Yeah Thierry. Bon là c'est un peu particulier, vous êtes peut-être nombreux à avoir été sur Japan Expo, et donc là vous êtes crevés. Sur votre canapé, affalé, en train de regarder la télé, à moins que vous ne regardiez cette émission samedi sur No Life Online, dans ce cas vous êtes un peu moins fatigué. Et donc on va essayer d'être à la hauteur, on va essayer de vous proposer genre du bon gros contenu. On a déjà pas mal de choses en provenance de l'E3 qu'on avait gardé un petit peu pour cette émission, même des choses qui datent d'avant l'E3, et puis surtout les dernières critiques, et donc du joli contenu normalement, mais on va voir ça tout de suite avec le sommaire. Et on commence ce Classé 18+ en force avec un reportage sur Hitman Absolution. On enchaîne encore plus fort avec un reportage consacré à Far Cry 3. Suivi de la critique flash de Steel Battalion Heavy Armor. On aura ensuite une petite rubrique animé manga 18+. Un reportage sur Tomb Raider. La critique flash de Ghost Recon Future Soldier. Comme d'habitude, un 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+, et pour le coup, ça sera le dernier de la saison. C'est un super jeu. Et ensuite, on terminera cette émission avec la critique très attendue de Spec Ops The Line. Mais tout de suite, les news. Quel FPS basé sur une licence célèbre propose d'accueillir 32 joueurs en ligne et de piloter 16 véhicules différents comprenant des hélicos, des tanks, des véhicules légers ou encore des avions de chasse. Battlefield Play for Free. Ce FPS free-to-play, basé sur le modèle commercial des microtransactions, est jouable en ligne depuis avril 2011. Et jusque-là, il n'était pas en français. Le studio suédois Easy et Electronic Arts ont donc remédié au problème, et voilà, c'était l'objet de cette micro-news. Le studio Playdead vient de rendre disponible sur plusieurs magasins en ligne étrangers l'édition boîte Media Collector du magnifique Limbo. Pour en savoir plus sur les magasins en question, on vous invite à jeter un œil sur le site officiel du jeu à cette adresse. Compatible PC et Mac, cette édition comprend une très jolie boîte, très sobre, le jeu sans DRM, la BO de Martin Stig Anderson, une série de 7 cartes, un sticker, des lunettes 3D et une clé Steam cadeau. Le tout pour environ 25$. Vous devez maintenant le savoir, après l'énorme exposition du jeu à l'E3 dernier et le début de la campagne marketing avec pub télé et compagnie, il est difficile de ne pas connaître le contexte scénaristique du prochain Assassin's Creed 3. Et histoire d'enfoncer le clou, voici un trailer spécial Fête de l'Indépendance pour le 4 juillet avec hymne national et tout. On peut être déjà certain d'une chose concernant le prochain méga blockbuster d'Ubisoft, il va cartonner comme jamais auprès des joueurs américains. Bon, cette vidéo ne date pas d'hier, mais la news, elle, vient de tomber en revanche. La nouvelle campagne en DLC, Coldstream, destinée à Left 4 Dead 2, a vu sa sortie confirmée au 24 juillet prochain sur PC et Xbox 360. En bêta ouverte depuis maintenant plus d'un an, ce DLC sera téléchargeable gratuitement et comptez sur nous pour vous en reparler à la rentrée.
Le premier DLC consacré à Max Payne 3 est déjà téléchargeable sur Xbox 360 et PS3. Les joueurs sur PC, eux, devront encore attendre un peu jusqu'au 17 juillet pour pouvoir télécharger cette extension. Baptisée Justice Locale, celle-ci comprendra 3 nouvelles cartes pour le multi, reprenant les derniers lieux de la campagne solo, à savoir le quartier général du 55e bataillon, l'Imperial Palace et la salle d'embarquement. Une nouvelle arme sera également proposée, ainsi qu'un objet inédit, une faction multijoueur supplémentaire, et puis les trophées et autres succès qui vont avec. Un contenu rikiki donc, téléchargeable la première semaine pour moins de 6€ et presque 7€ après. Un DLC ultra classique et onéreux. Quant à ceux qui ont pris le pass Rockstar de Max Payne 3 à 30€, ils n'auront bien entendu rien à débourser. Look at me. It's gonna be okay. Look at me. Look at me. It's gonna be okay. Une toute petite info en passant, si vous avez une Xbox 360 et que vous avez craqué sur Dragon's Dogma, comme Médoc, eh bien sachez que vous pouvez dès maintenant télécharger en exclusivité la démo jouable de Resident Evil 6 dont la sortie est prévue, rappelons-le, le 2 octobre prochain. Not my sister. Cette démo alignera 3 missions avec 3 protagonistes différents tirés des 3 campagnes coop proposées par le jeu. Vous pourrez ainsi jouer Léon, accompagné de Helena dans une université infestée de zombies, Chris Redfield et Pierce Nivans sur les toits d'une ville chinoise, et enfin Jack Muller et Sherry Birkin qui tenteront de survivre à la traque d'une énorme créature pas cool du tout appelée Lustanak. Tout un programme. Take every one of those damn things down. Does he know that Wesker was my father? Now move! Get the hell out of there! Resident Evil 6. Arkane et Bethesda se sont fondus de 2 énormes vidéos commentées par les 2 directeurs créatifs du jeu. Ces 2 vidéos de Dishonored présentent essentiellement un même niveau, le Golden 4, mais investi de manière radicalement différente. La première, et celle que vous voyez maintenant, est 100% infiltration. On retrouve donc des mouvements classiques avec l'usage du cover system et les étranglements par derrière. Mais très vite, la dimension fantastique du jeu prend le dessus. L'assassin au pouvoir surnaturel que l'on incarne peut en effet développer un certain nombre de compétences qu'il active via une roue. Et évidemment, dans la démo, elles étaient toutes débloquées. Comme le blink qui permet de se téléporter d'un endroit à un autre. Mais aussi la possession qui permet de transférer sa personne dans le corps d'un garde ou même d'un animal. Comme ce poisson par exemple. En mode stealth, on peut aussi regarder par les trous de serrure ou jeter des coups d'œil furtifs bien planqués derrière un élément du décor, histoire d'analyser son environnement afin de décider de la marche à suivre. Comme dans les Hitman et autres Splinter Cell, on pourra également planquer les corps de ses victimes pour ne pas déclencher l'alarme. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il sera possible de faire passer certains de ces assassinats pour des accidents. On pourra ainsi posséder une cible pour l'amener sur un balcon avant d'utiliser le pouvoir Wind Blast pour la balancer dans le vide afin que tout le monde conclue un suicide. Les possibilités d'aborder un même niveau sont donc innombrables et ne se limitent pas à 2-3 chemins, ce qui devrait permettre à Dishonored d'offrir une énorme rejouabilité. Donc là, ce que vous venez de voir en fait sur Dishonored, c'est la partie stealth du jeu, parce qu'en gros, on a vraiment la possibilité d'avoir 2 approches complètement différentes. Ouais. C'est ce qui nous avait été présenté en fait à l'E3. On n'avait pas pu rentrer vraiment dans le détail lors de la news qu'on avait consacrée au jeu dans le dernier Classic du Plus, puisqu'on a eu l'occasion d'y jouer à l'E3. Et donc là, maintenant, on a ces 2 vidéos. Donc une vidéo consacrée à tout ce qui est un petit peu stealth, et donc qui est vachement intéressant parce qu'on a vraiment la possibilité, évidemment, de tuer ces cibles de manière un petit peu infiltration, mais également de faire passer certains de ces assassinats pour des purs accidents. Ouais. Donc il y a différents niveaux d'infiltration dans la partie infiltration, donc ça c'est cool. Et on a également une partie action, donc là on va voir quelques images. Donc là également c'est une très grosse vidéo. Et sur la partie action, donc là évidemment sur la démo, le gameplay présenté dans la vidéo, tout était débloqué. Donc tous les pouvoirs, toutes les armes, etc. Ouais. Donc là c'était vraiment démonstration totale, limite God Mode. Donc sachant que les mecs évidemment maîtrisent un tout petit peu leur sujet. Et donc on a pu voir des trucs bien sympas. Qu'est-ce qui toi t'a plu en particulier sur la partie action ? Déjà d'une manière générale, moi je trouvais ça agréable qu'il y ait vraiment une grosse différence
entre la manière stealth et la manière action, avec plusieurs degrés en fait. Parce que tu sais, t'as des jeux comme par exemple Deus Ex, dans lesquels on présente le délire comme étant voilà, multipass, genre bon, t'as le chemin infiltration, le chemin action et puis le chemin hacking. Là, t'as plusieurs niveaux dans l'infiltration et des niveaux qui sont générés, qui sont possibles grâce à tes différents pouvoirs. Tu prends le pouvoir de la téléportation qui te permet d'aller à un endroit à un autre qui est pas très loin mais qui est quand même assez éloigné rapidement, de manière à, tu vois, faire ça en scred, et puis toutes les mises à mort et tout ça, et comme tu disais, le fait de faire passer des trucs pour des accidents, c'est-à-dire par exemple incarner une personne et puis faire en sorte qu'elle se jette d'une fenêtre, tu vois, et puis retourner dans ton... Enfin, tu vois ce que je veux dire, Bien, plein de... Tu peux faire... Il y a plusieurs niveaux... les pouvoirs. Voilà, il y a plusieurs degrés dans le stealth, et il y en a aussi plusieurs dans l'action. Tu peux arriver, puis juste avec tes flingues, tirer, et essayer de tenter des headshots, ou tu peux invoquer des rats qui vont donc du coup qui vont mettre en panique les gardes, des conneries comme ça, et puis arriver et puis leur mettre des coups de chlasse, tu vois. Ralentir le temps et Exactement. ensuite utiliser toutes tes armes de manière un peu différente, par exemple l'arbalète, ce genre de choses. Et moi, au moment où j'avais fait l'interview sur le premier reportage qu'on avait diffusé, on m'avait raconté un petit peu un truc, c'était une espèce de gameplay émergent. C'est-à-dire qu'en gros, tu as la possibilité donc de prendre possession de certains animaux, comme les rats. Donc imagine, tu soulèves en fait, genre tu invoques une nuée de rats. Ensuite, tu poses une mine sur l'un des rats. Ensuite, tu prends possession du rat avec la mine sur le dos et tu fonces comme ça, genre dans les niveaux, pour aller jusqu'à un endroit où tu as des gardes et tu fais péter le rat. Mais T'as plein de trucs comme ça, et parfois ils ont même été surpris, les développeurs, des possibilités. Donc on peut espérer qu'il y ait des techniques qui n'aient même pas été pensées par l'équipe de dev, et au final que les joueurs pourront révéler par leur pratique, quoi. Mais déjà à partir du moment où, quand on m'avait montré la partie stealth, on a vu le mec donc prendre possession d'une truite pour entrer dans des égouts, j'ai dit ok, je vois le niveau auquel les mecs ont poussé le délire assez loin. Du coup, ouais, non, complètement, Dishonored, complètement. Et là, maintenant, on va voir un reportage consacré à Hitman Absolution, et quelque part, le jeu propose un petit peu cette même dimension. C'est-à-dire que tu as le côté infiltration pure, donc où tu peux prendre des déguisements, etc., provoquer des accidents, donc transformer certains assassinats en pur accident, et également te la jouer super bourrin, genre avec ton couteau ou combat à main nue, etc. Donc on va voir un petit peu toutes les possibilités offertes par ce TPS cette fois-ci, et normalement ça prouve qu'en fin d'année on devrait avoir quand même pas mal de jeux avec un gameplay intéressant et assez profond. Petit à petit, Hitman Absolution dévoile son scénario, ses missions et son gameplay. Quelques semaines avant le début de l'E3, nous avons eu l'opportunité de tester la démo présentée à l'occasion du salon californien. L'occasion pour nous d'en apprendre un peu plus sur le jeu et la liberté offerte aux joueurs dans la manière d'aborder un niveau, et en particulier une mission d'assassinat. Autant vous dire que nous n'avons pas été déçus. Non seulement nous avons pu une nouvelle fois constater l'efficacité de la fonction Instinct, qui permet de voir à travers les murs, d'anticiper les rondes des gardes et de jauger son environnement proche avec cette espèce de sixième sens du tueur, mais en plus, nous avons pu suivre de A à Z le déroulement d'une mission. Mais pour parvenir à un résultat aussi convaincant, le studio danois IO Interactive s'en est d'abord remis aux fans. We have fans of Hitman. We have a proud history. But at the same time, we knew there were things that people found frustrating and difficult. We knew that people found the AI very binary. For example, we found that in the previous games, people observed that if one NPC discovered Hitman, all the NPCs would operate with the same mind, like they had a hive mentality, and they would all come after Hitman in one go. We wanted to make a new AI system with a lot more depth and a lot more granularity this time. Also, we were aware that the controls were quite difficult before, and we put a lot of effort into making sure the controls are more straightforward to people who play console games, and we wanted to make sure that people wouldn't be frustrated with them. Manette en main, le jeu s'apprécie en effet comme un third-person shooter carré, avec un cover system dynamique, mais aussi des interactions naturelles avec les éléments du décor et les personnages croisés. La foule du niveau qui nous a été présentée était en effet particulièrement dense et réaliste. So what I showed today was our E3 demo, and that's it's called The King of Chinatown, and it's comparatively small level, but extremely open and full of replayability, and it's actually the first time we've shown a hit in our marketing campaign for Hitman Absolution.
And we've been waiting for this moment for a long time. We knew that the fans really wanted to see a hit in Hitman Absolution, and they wanted to see things like accidental kills. So we wanted to reassure everybody that don't worry, this is still Hitman. Of course, there are action parts to the game, but also there's still this true Hitman quality that people love still in the game. So you have a hit to perform. You've been given a briefing by a character called Birdie, and Birdie has some information that is very important to Hitman. So in order to get this information, Hitman has to kill the King of Chinatown. And there are many ways to do this. Hitman can walk up to him and kill him with his bare hands, or he can throw a knife at his head, or he can blow him up, or he can find a sniper rifle and he can kill him from afar with a sniper rifle. He can drop a weight on him. So Hitman can push him into a hole. Hitman can poison his food, or poison his cocaine, or poison his coffee. There are many, many different ways to carry out the same objective, and we think it's a lot of fun for people. Si les moyens mis à votre disposition pour accomplir une mission donnée sont en effet plus que nombreux, ces derniers ne sont pas les seuls à augmenter la rejouabilité de ce nouveau Hitman. In the notebook, which is always accessible to the player, you can see a system of challenges, and this system of challenges shows a layer of replayability that is impossible to complete in one go. What I mean is there's no way that you can get all these challenges by playing one time. So for the player with little time, with little patience, this player can move through the story and watch all the cutscenes and progress to the end, but for someone who wants to get everything, for this person, there are many reasons to go back and replay the level countless times. En plus de cela, le jeu propose aussi une dimension scoring développée. Le score du joueur est ainsi propre à chaque niveau, persistant, il est toujours présent à l'écran. Et ce dernier est intégré non pas à un leaderboard, mais à 3. 3 tableaux de score donc, l'un réservé au score de vos amis, un autre aux joueurs ayant le même niveau que vous, et un dernier global. L'idée est donc de titiller au maximum la compétitivité entre joueurs, tout en s'adressant au plus large public possible, sans faire de concessions dans un sens ou dans un autre. Well, we know that there are all sorts of people who will play Hitman Absolution, and of course we observe as well what is standard in the rest of the industry, and we felt that a game like Hitman Absolution needed a large array of difficulty levels. Today we're just focusing on normal difficulty, which is the default level of difficulty, but what we've done today, we've revealed for the first time that we have these 5 difficulty levels, and we've also revealed that the top difficulty level, the most difficult, is for the purists, and we know the purists, we listen to them, we talk to them on our forum posts, and we've named it after them. The hardest difficulty setting is called Purist, of course. Nous parlions au début de ce sujet de la densité de la foule du niveau Chinatown. Une densité qui ne se limite pas au nombre pour également embrasser la notion de contenu. Something that's very important to us is to create for the player a living, breathing world. We want at all times for something interesting to be happening on screen, and we've created dozens, hundreds, maybe thousands of stories, little conversations between different players that you can just observe. And if as Agent 47 you're walking around and everyone's calm and nobody's scared or hunting you, you can really observe dozens of different conversations. Hitman Absolution semble donc appuyer son gameplay ouvert et tactique par un contenu développé et un certain souci du détail. Si le scénario suit et que la jouabilité s'avère bien calibrée, on devrait logiquement être plus qu'agréablement surpris lors de sa sortie fin novembre. Alors, ok pour Hitman Absolution, j'imagine que tu l'attends. Moi je l'attends, ouais, carrément. Ok, ben moi il y a un autre jeu que j'attends en fait, il fait partie un petit peu du package avec lequel Ubisoft s'était pointé à l'E3 pour nous gifler littéralement, c'est Far Cry 3. Alors je sais pas si tu te souviens, il nous avait déjà été présenté l'année dernière. Et à l'E3, avec ce délire de mec donc il se fait attacher, d'abord interrogatoire, tout ça, il se fait attacher, voilà, le mec qui met la grosse et passion. qui t'explique ce que c'est l'insanity, tu vois, enfin, vraiment un truc fucked up quoi. Après on le jette dans l'eau, les jette dans l'eau attaché. Vraiment, tu passais pour le héros principal, il passait pour une victime, il se faisait victimiser dans tous les sens. Bon ben là, ce qui nous a été présenté cette année, c'est vraiment un autre délire. C'est un autre délire, mais vous allez voir ça avec le reportage qui suit. It's fucking easy, man. Just fucking pull the fucking trigger. What do you want from me, man? Let's go, man. Shoot me. No, come on, shoot me, motherfucker. Let's go.
Déjà présenté à l'E3 dernier, Far Cry 3 fait également partie des gros titres d'Ubi ayant fait sensation sur le salon. Et si la présentation de l'E3 2011, qui avait elle aussi fait son petit effet, ne nous avait finalement montré qu'une toute petite phase de gameplay enrobée de scripts dans tous les sens, la démonstration de cette année était en revanche on ne peut plus convaincante. Et c'est à Dan Hay, le producteur de Far Cry 3, que nous avons pu poser toutes nos questions concernant ce titre qui, d'une année à l'autre, a quelque peu changé de setup. Basically what you're dealing with is you've got a young guy named Jason Brody, and he and his friends have been backpacking across Asia, and they've heard this story about this island, and they said, okay, let's go check it out. And if you remember E3 from last year, we met Jason pretty much at the moment where he'd met Voss, and he stumbles onto Voss, and Voss grabs him, ties him to a cinder block, throws him down a cenote, and effectively almost kills him. And so it's been a couple of months now, and this E3, what we wanted to show was the flip side to that coin. We wanted to show Jason as the warrior. So Jason was in the jungle by himself. He was scared, he was cold, he was hungry. He wasn't sure if he was going to be able to survive. But he met Citra. And Citra has begun to train him in the ways of the warrior. So if you look at Jason now, he's got tattoos all over his arm. He's got a bow. He's got the intention now to go after Voss. And where we find him, this E3, is leaving Citra's temple and now heading towards Voss's compound with the intent to kill Voss. What's really interesting about you watch the character grow. At the beginning of the game, he's not proficient. He's not a great killer. He's not somebody. He's just trying to survive the next 5 minutes. So the first time that he makes that kill, it's not perfect. It's not clean. It's just to survive. When we see him this year at E3, we see a different kind of guy. He's now managed to be able to hunt. He understands how to use the jungle. He understands some of the tactics that he's learned from Citra and the warriors. He has the bow, and he's able to take guys out from extremely far away with a silent kill, and now he is hunting Voss. The tables are turned. We are the warriors of the Rakyat, and I will lead you to glory! Dans Far Cry 3, Jason pourra vivre toutes sortes d'expériences, et notamment celle des champignons hallucinogènes qui, en plus d'avoir un impact sur le gameplay, donneront lieu à des scènes complètement fucked up. The thing we wanted to do when we talk about Far Cry is we wanted to make it real. We wanted to make it credible, okay? If you or I went on a plane or got on a boat and we went way, way away from civilization and we ended up on an island like this, we would eat things we wouldn't normally eat. We would get into situations that we wouldn't normally be in. We would take things and ingest things we wouldn't normally do. You just would. It would happen. It's part of the experience. And the reality is that Jason is there to experience. He's there to experience life and do something different. The problem is, it's not always what you're expecting. And Voss very, very quickly almost punishes him for that. But Citra is the opposite of that. She gives him an opportunity to discover the island. She is the island. She is beautiful, she is exotic, she's alluring, and so Jason begins to fall for the island. And the question is, for Jason, how far will it take him? Will he be able to come back? How far into this will he go? And when it's all said and done, will his friends even recognize him? When you look at starting to show the demo, and you look at showing the whole game for that matter, you want to pick really key spots where you can talk about what are you trying to do with the character, what are you trying to do with the player, what's the little hints of the story. And so for us, the hallucination was a great opportunity to show what's going on inside Jason's head. For us, those hallucinations are almost like a confessional, where Jason is talking to himself and he's saying, okay, I've got my friends and I'm feeling the pull of Citra. And you can see that in the demo. You're actually seeing in our E3 offering that 1 minute it's Citra and the next minute it's Voss. 1 minute it's you with a gun to your head, next minute it's Voss. And Voss, you're not sure. He's in your head, he's rattling around to the point where you start to not be able to tell the difference between your own voice and his. Far Cry 3 est un FPS open world dans lequel l'équipe d'Ubisoft Montréal tente de nouvelles approches dans la manière d'aborder l'action. À ce titre, on trouve une tonne d'interactions avec l'environnement et même avec la faune pour se sortir de situations tendues. Des idées qui ont clairement nécessité un gros travail, notamment sur l'intelligence artificielle. When you talk about the game systems, we know that Far Cry is open world. We know that it's about discovery and it's about what's around every corner. But we wanted to make sure that this type of killing had the option to be up close and personal. It was emotional killing. Jason's got to get his hands dirty, okay? He's not just killing hundreds of people, he's thinking about his friends while he's doing it. He's thinking about his own survival while he's doing it. And sometimes when he does it, he's got to use the jungle. So
He may stumble across a whole bunch of AI, a whole bunch of enemies, and think, how am I going to get through this? He's got to pick up a rock, he's got to throw it, he's got to work his way around, he's maybe got to light a fire, he's got to figure out a way to herd the AI, he's got to use the animals if he can. You watch in the demo as Jason sees the tigers that are in that cage and says, okay, I'm going to use it. He lets loose the tigers, and all of a sudden all hell breaks loose, and Jason is fighting alongside of 2 Bengal tigers to kill Voss. That's the kind of experience we want. We want it to feel like it could happen. You find yourself in this place, you got absolutely no opportunity to get by, you don't have a team with you, you're not a special forces person, you're just trying to survive, and all of a sudden, you're fighting Voss with tigers. When we want to have players have that much choice, when they're going into action or whether they're exploring or how you do it, the choice means you have to have smart AI. You have to have enemies that are going to be smart, that look alive, and that the world feels alive, which means that you've got animals running around, and the animals, some of the, you have animals that could feed on each other. You have an economy there that makes sense. You have AI that's smart, so that if you decide to attack from the air, they're going to react. If you decide to set a fire, they're all going to freak out. If you decide to pick one off and they find a body, they're going to be smart about it, and they're going to be looking for you. They may let loose dogs. You could use animals to attack. That's the part where it's super tricky, and what we did is we just focused on saying, okay, what do we want the player to be able to do? What are the different things the player might do? And then you test it, and you play it, and you try and break it, and you test it, and you play it, and you try and break it. And what's been great now is that we're seeing people, they're using the animals, they're thinking of the jungle like a supermarket, they're picking up weapons, they're trying new weapons, they're trying new vehicles, and they're having a blast. D'autres éléments de gameplay viennent enrichir l'ensemble, comme l'aspect survival par exemple. In terms of survival, I mean, it's full scale. So you're gonna need to track down your friends. You're gonna need to use the jungle. You're gonna need to be stealthy on occasion. You're gonna need to be proficient with the bow. You're gonna need to do quests and work with the tribe. You're gonna need to, and this is important, you have to go out and hunt. And when you hunt, you're able to skin the animals, and you're able to then feed them back into the economy and buy new things. And we have that big loop so that the hunting is something that feeds all of that. And so I won't go too far into it, but if you imagine the more rare the animal, the more money it's worth, and so on. En plus d'une expérience solo à première vue massive, Far Cry 3 proposera de la coop avec un scénario complètement à part, ainsi que plusieurs modes multijoueurs dont les thèmes tourneront principalement autour de l'affrontement entre Vaas et Citra. Une grosse production bien ambitieuse donc, qui explique peut-être le fait que le jeu ait été récemment repoussé. Il faudra donc attendre le 30 novembre prochain pour profiter de cette massivité ludique qu'Ubisoft Montréal semble nous avoir préparée. Pull the trigger! Let's go shoot me! You are me, and I am you. Comme Médoc le dit à la fin du reportage, donc le jeu malheureusement a été décalé un petit peu, il a été décalé à fin novembre. Ça fait un petit peu peur, même si a priori le discours officiel c'est genre on va peaufiner le truc au maximum, ce qui est une bonne chose. On espère simplement que ça va pas glisser un peu davantage, parce que fin novembre déjà c'est tardif. Et donc pourquoi pas, genre ensuite qu'on se retrouve avec le jeu en 2013 quoi. Bon après les discours officiels, il me semble que ça doit être dans 95% des cas. Ouais mais non, on retarde pour peaufiner un peu le délire. Mais là, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Mais là, j'ai l'impression que c'est vrai parce que c'est quand même ambitieux. Et en même temps, ce qu'on a vu à l'E3 et ce qu'on a vu du jeu d'une manière générale, ça montre que les mecs ils sont quand même loin dans le développement. Tu vois, on rentre pas dans un délire de Duke Nukem Forever. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Donc et voilà. En plus, comme tu le disais, c'est à l'E3 on a vu le package Ubi. Il y a un autre titre qui arrive un petit peu avant chez Ubi. C'est Assassin 3. Donc à mon avis, s'il y a un jeu genre qui est un tout petit peu en retard, si Assassin 3 est un tout petit peu en retard, genre 50% de l'équipe de Far Cry 3 qui va donner un coup de main pour Assassin. Parce qu'Assassin, c'est la priorité pour Ubisoft, c'est le blockbuster, le jeu qui fait rentrer un max d'argent avec Just Dance. C'est clair. Par contre, un jeu qui va faire sans doute rentrer moins d'argent dans les caisses de Capcom, c'est sans doute Steel Battalion Heavy Armor. Voici la critique d'Alex, qui était un rien désespéré. Mais vraiment un rien désespéré. Abusé. It's been what, 70 years? Quand Capcom annonce une suite à Steel Battalion, on est heureux. Enfin, on va pouvoir ressortir cette fabuleuse manette avec ses milliards de boutons et ses 2 énormes joysticks. Ah, quel bonheur après toutes ces années d'attente. Hein? Quoi? Attendez, vous pouvez répéter? Steel Battalion Heavy Armor n'est pas compatible avec l'ancienne manette? Mais il se joue comment alors?
avec Kinect. Ah c'est sûr, ça fait bizarre, mais on a envie d'y croire. Après tout, pourquoi pas? Ça donnera enfin l'occasion gamer de jouer pour de vrai avec cet accessoire. Steel Battalion Heavy Armor n'est pas une suite du premier épisode sorti il y a 10 ans sur Xbox. Tout a changé. Déjà, le design des mechas. Les Vertical Tank, ou VT, sont moins élancés et plus pâteaux. Quant au scénario, il plonge le joueur dans une guerre rétro-futuriste dans un monde où l'informatique a disparu. On se retrouve donc dans un tank qui respire plutôt la tôle graisseuse que les écrans high-tech ou railgun à la Metal Gear. On plonge donc directement dans le fracas d'une guerre sans merci au milieu des explosions, d'éclats de lourds métaux et de cadavres de mechas et d'humains déchiquetés enchevêtrés sur le sol. Il est temps de prendre les commandes de son VT pour défendre son camp. On découvre alors un gameplay hybride qui utilise à la fois la manette pour déplacer le VT, viser ou tirer, et Kinect pour manipuler les différents leviers du cockpit. Concrètement, pour passer en mode turbo par exemple, il faut tendre le pad vers l'avant, puis le ramener tout de suite. On passe alors dans une vue d'ensemble du tableau de bord, on tend ensuite le bras gauche pour tirer le levier. Et enfin, on ramène la manette vers l'avant pour se rapprocher du hublot. C'est chouette comme idée, mais dans le feu de l'action, c'est une galère pas possible. Les bras accrochent bien souvent le mauvais levier et on perd un temps fou à faire des choses simples pendant qu'on encaisse une tonne d'obus dans le coin de la figure. Surtout que Kinect est utilisé pour de nombreuses actions. Déplacer la vue dans le cockpit pour parler à ses coéquipiers en faisant un geste de la main, se lever et sortir la tête par la trappe pour observer les alentours, mettre en route le ventilateur pour évacuer la fumée, fermer la trappe pour protéger le hublot, etc. C'est vraiment du gâchis car le jeu est loin d'être nul. Très immersif, il met le joueur dans de nombreuses situations intéressantes en vue subjective. Ramper au sol avec les bras sous le feu ennemi est assez impressionnant la première fois. Les champs de bataille sont chouettes avec une bonne ambiance de combat frénétique dès le début. Il y a énormément d'effets spéciaux vraiment sympas. Outre les nombreuses explosions de feu, de terre et d'eau, on apprécie aussi les petits détails comme le hublot qui se salit, se fissure ou apparaît souvent orangé, constellé de poussière quand on croise le rayon d'un coucher de soleil. C'est joli, mais on perd souvent beaucoup en lisibilité. Autre fausse bonne idée, on est assailli sans cesse de dialogues en plein combat. Ça rajoute beaucoup en ambiance, mais il devient très compliqué de distinguer les infos capitales dans le flot de paroles incessant. Surtout quand on doit viser et lire les sous-titres en même temps. Quel dommage que Capcom et From Software n'aient pas prévu de laisser une option pour pouvoir jouer sans Kinect, simplement à la manette. Voire mieux, de le rendre compatible avec l'énorme manette de Steel Battalion premier du nom. Car c'est vraiment la maniabilité qui flingue tout plaisir qu'on aura envie de ressentir dans ce tonnerre de mecha furieux. Même si on joue assis, on fatigue vite à devoir rester raide comme un piquet sur son fauteuil. Pas question de s'affaler de quelques centimètres, car dans ce cas, Kinect ne détecte plus rien. Et finalement, à force de mourir en agitant les bras bêtement, on soupire, on s'arrête et on joue à autre chose. Donc sans vouloir mettre la pression quand même, Alex, il semblerait qu'il ait fait une espèce de super play sur le niveau 1, qui a été très difficile, et au final il a dû t'appeler en renfort pour pouvoir passer le premier niveau, pour vous dire à quel point le jeu est genre limite, mais complètement injouable avec Kinect, c'est qu'on galère sur le niveau 1. Ben non, mais c'est magique. C'est pas une bonne chose. Hein, non, mais c'est magique. C'est magique parce que il faut que vous sachiez que il y a que quelques jours qu'Alex il a réussi à passer le niveau 1, genre le niveau 1, tu vois. Il y a quelques jours là, il y a rien du tout en fait. Et du coup, je le voyais missionner, mais depuis Zion, depuis peut-être une semaine et demie, 2 semaines, sur le niveau 1. Du coup, j'étais venu, j'ai pas compris, Alex, merde, niveau 1, tout ça. Il m'a fait, bah vas-y, essaye. J'ai pris la mec, j'ai essayé, j'ai presque terminé. Il me restait un ennemi que j'ai pas pu tuer parce que Kinect, il faisait n'importe quoi. Il me sortait de mon tank, il faisait n'importe quoi, tu vois. Mais effectivement, c'est du n'importe quoi. C'est du... La tristesse, c'est que le jeu il est beau, tu vois. Il est beau, une ambiance sound design en place. Il y a de bonnes idées. Des bonnes idées. Ouais. Mais quand tu peux pas jouer au jeu, quand tu peux pas parce que Kinect il fait n'importe quoi, il comprend pas ce que tu fais, et ça n'a pas de sens. Quand tu peux pas jouer, bah c'est pas bien, c'est pas un bon jeu. Il faut faire, là je m'adresse au développeur, à Jean-Michel Capcom, Jean-Michel, quand tu fais des jeux, fais en sorte qu'on joue. Et je pense que là c'était un deal malheureusement aussi avec Microsoft, donc c'est une exclue 360. Ils ont été bloqués, genre en gros, à mon avis, j'en sais rien, mais Microsoft a dû mettre un petit peu d'argent sur la table pour dire genre ok, vous nous sortez un Steel Battalion avec Kinect, que avec Kinect. Et donc les mecs sans doute désespérés ont accepté le chèque et ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc alors qu'en effet on espère, on sait jamais, genre qu'il y a un patch qui permette de jouer avec la manette,
Genre au bout d'un moment, ce serait sympa, au bout de 6 mois, une fois que la promo Kinect est passée, etc. Genre Ouais, tu nous ouais, balances ouais. le petit patch, et voir un patch, comme le dit, genre vraiment désespéré Alex dans la critique, un patch pour pouvoir jouer avec l'ancienne manette. Eh ben, Ce serait trop cool, mais ça. oui, mais viens après on refait une autre critique, carrément. Ah bah ouais, ça on pourrait. Bon, maintenant on va passer à carrément autre chose, à la rubrique manga et animé spécial 18+. Donc on en reparle juste après, mais je crois qu'il y a un dessin animé qui te plaît énormément, à base de zombies et de jeunes filles à corte. Komuro Takashi, jeune lycéen, médite sur ce qui vient de lui arriver. Son ami d'enfance l'a préféré à son meilleur ami. Alors qu'il est sur les toits, il est témoin d'une étrange scène. Un passant vient d'agresser un de ses professeurs en le mordant. Premier réflexe, avertir ses deux amis et les convaincre de prendre la fuite. À peine quelques instants plus tard, la panique est levée et les étudiants se font attaquer. Seuls les élèves les plus posés, intello, otaku et sportifs réussissent à s'échapper et forment un petit groupe de rescapés. Bien sûr, l'infirmière du lycée se joindra à eux. Difficile d'en dévoiler plus, même si l'intrigue est bourrée de clichés. Connu pour son fanservice à foison, High School of the Dead est un seinen mêlant gore et ecchi. Extrêmement bien rythmé, les 12 épisodes de cette édition s'enchaînent rapidement. L'animation est parfaite, avec beaucoup de changements de plans vraiment étonnants, un chara-design efficace et des plans de petites culottes ou autres morceaux d'anatomie très imposants. On vous laisse juger. Les studios Madhouse ont vraiment mis le côté gore en avant avec des gerbes de sang, des crânes fracassés, des bras et des jambes qui volent dans tous les sens, le tout en étant très soigné. Il faut dire que le réalisateur n'est autre que Tetsuo Araki qui a déjà œuvré sur Death Note. Certaines scènes nous montrent à quel point l'être humain peut être vil envers ses semblables et n'hésite pas à les sacrifier pour pouvoir s'en sortir. On pensera surtout au professeur qui n'hésite pas à avilir ses élèves pour arriver à ses fins. On a l'impression de se retrouver dans le guide de survie en territoire zombie, tant les armes et façons de tuer les non-vivants sont nombreuses et détaillées. Si quelques personnages manquent cruellement d'intérêt, notamment la meilleure amie et l'infirmière, les autres ont un fort potentiel. On pensera surtout à notre gros otaku passionné d'armes qui, dans cet univers apocalyptique, peut montrer ce qu'il a dans le ventre. Si le manga éponyme édité chez Pika est toujours en cours de parution, avec une deuxième pause depuis janvier 2011, il a bien fallu trouver une fin. Celle-ci annonce une deuxième saison, mais n'est pas pour autant frustrante. L'édition quant à elle est très limitée, surtout qu'un OAV est sorti il y a un bon bout de temps au Japon, nommé Drifters of the Dead, autrement dit, des losers au milieu des morts. Hideo ne va pas bien, clairement pas bien. Mangaka un peu raté, il vivote en faisant l'assistant pour un autre auteur spécialisé dans les productions pour adultes.
Le personnage principal de I Am a Hero est donc tout sauf un héros au sens traditionnel du terme. Reste à voir si les circonstances le pousseront à changer. Au début du manga, il ne dort pas la nuit, il est gravement paranoïaque et armé. Malgré tout, Teko, sa petite amie, est réellement attachée à lui. Il suit comme il peut son bonhomme de chemin dans la société sans faire d'histoire. Jusqu'au jour où, évidemment, a-t-on envie de dire, tout déraille pour de vrai, et les gens commencent à avoir un appétit un peu trop vorace. On doit ce récit à Hanazawa Kengo, mangaka spécialisé dans le seinen. Il s'est fait connaître au Japon grâce à son premier titre, Resentiment. Le premier volume de I Am a Hero surprend par son atmosphère étrange et pourtant résolument ancrée dans le quotidien japonais. Le malaise de ces mangaka est particulièrement bien retranscrit, avant que l'histoire ne bascule dans un genre survival horror plus classique mais toujours efficace. La série est encore en cours de publication au Japon où elle atteint son 9e volume. En France, c'est Kana qui la publie et les 3 premiers tomes sont d'ores et déjà disponibles. Le 4e devrait sortir durant l'été. On espère que l'auteur arrivera à maintenir dans la suite de son récit l'atmosphère si particulière qu'il a su instaurer dans son premier volume. C'est loin d'être certain au vu de l'orientation que prend l'histoire, mais qui sait? Je crois toi, High School of the Dead, tu connais. Alors, High School of the Dead, ça me surprend pas. Moi j'aime bien. J'ai découvert ça il y a quelques mois. Laurine aime bien aussi. Ouais, mais parce que Laurine elle a bon goût en matière d'animé et de manga. Donc a priori c'est pas juste une histoire de boobs, ça propose autre chose. Oui. C'est vrai que les zombies sont bien faits, moi je l'ai pas vu encore. Les zombies sont bien faits, c'est violent, bon on reste dans de l'animé manga avec les codes qui vont bien. Mais voilà, ouais non, il y a du... Si, c'est un petit peu etchi comme on dit, et puis avec du zombie, du coup bah moi j'achète. Il en faut pas plus. Des fois c'est pas compliqué, hein. Des fois il en faut pas plus. Tu mets des zombies, tu mets des boobs et puis on est bien. C'est clair. Donc est-ce qu'on sera aussi bien avec la nouvelle Lara Croft? Donc là maintenant on va voir un reportage consacré à Tomb Raider avec une interview qu'on a réalisée à l'occasion du dernier E3. Et donc on va en savoir un petit peu plus sur ce reboot et cette nouvelle héroïne qui clairement est vraiment différente du personnage un peu cliché qu'on avait jusque là. Et donc qui est nettement plus fragile, mais on va voir tout ça avec le reportage. Annoncé il y a un peu plus d'1 an et demi, le prochain Tomb Raider nous a été présenté plus en détail lors du dernier E3. On a ainsi assisté à une longue démo qui, il faut bien l'avouer, nous a clairement rassuré quant à la puissance narrative, ludique et technique de ce reboot. Plus qu'une préquelle donc, ce Tomb Raider donne de nouvelles bases à une héroïne pourtant bien installée dans l'esprit des joueurs. Et c'est Noah Hughes, le directeur créatif de Crystal Dynamics, qui nous explique ce nouveau setup. It's absolutely a reboot of the Tomb Raider franchise. We're telling her origin story. So basically, how did Lara become Lara? How did she become the Tomb Raider, right? So we take a 21-year-old fresh out of university. She's an adventurer, aspiring archaeologist on her first big adventure. Her vessel, the Endurance, shipwrecks in the Dragon's Triangle off the coast of Japan. She's stranded on this island, and a lot of this is her survival story. How does she survive this island? But also how in the process does she become Lara Croft? But this is really about a journey of a young woman becoming the character that she will become. On a donc là affaire à une Lara Croft volontaire mais inexpérimentée, et surtout beaucoup plus fragile aussi bien physiquement que mentalement. Une image de Lara à laquelle les joueurs ne sont pas forcément habitués et qui a certainement dû poser des challenges aux équipes créatives. You start with a certain difficulty, even taking a franchise that's so well known and well loved. A lot of people know Lara Croft and have expectations about who she should be, and we want to respect that, but we also want to deliver it in a fresh way. And I think people are also excited to see a new take on the franchise, as long as it really is true to what people want to see in a Tomb Raider game. So we take a lot of the things that people loved about Lara, but we deliver them in a new way, and that was challenging. But also as an origin story, it was important for us to show growth. So we needed to start somewhere that was very different than what people knew. That idea, for us, I guess I would encapsulate it by saying we wanted to make her human again. She was unflinching. She didn't show pain. She didn't show fear. She didn't really even hardly show feelings. And for us, we needed to start by saying, no, this is a real young woman, and she is going to go through an extraordinary ordeal. And for you to empathize with that situation, you really did need to believe
believe that she was human to begin with. But the exciting part, I think, is as much as some of the early glimpses here feel very different, that I think what's fun about an origin story is you kind of know where it's going, and it's exciting to see little by little that character become the hero that you expect her to become. Malgré ce nouveau départ, l'équipe a tout de même tenu à garder quelques éléments caractéristiques de la série, aussi bien dans le personnage que dans les idées de gameplay. First of all, we started with Lara Croft, right? That we really wanted, although this is very early in her arc, she's only 21, she's not a hero yet. The things that we loved about Lara Croft are still there inside of Lara. So she's brilliant, she's athletic, she's absolutely driven, right? She has an indomitable will, and nothing will break her. This island won't break her, right? And these are things that are aspirational about Lara and have always been. Also, just from a gameplay perspective, I've loved Tomb Raiders because they do offer more variety than a lot of games. I mean, action-adventure as a genre in general mixes up gameplay types well, I think. So we have puzzle solving and platforming and exploration and combat. So it was important to us, although we were looking at it all through a new lens, that we really delivered the palette of flavors that people like in a Tomb Raider game. And I think the balancing act for us is to feel both familiar and fresh at the same time. And I hope that when people get to experience the game, that's kind of what's coming through for them. En termes d'idées fraîches justement, on apprécie cette dimension survie qui ne s'exprime pas uniquement qu'à travers l'histoire, mais aussi grâce à de nombreuses idées incluses dans le gameplay, comme nous l'explique Noah. Survival informs our game on many levels, right? So thematically, it's always there. In the demo you saw, we have the opening situation where it really is woman versus nature, that she's got to do whatever it takes to survive in kind of a traditional survival situation. But later, the island challenges her more and more. But also, in addition to that, the narrative and character development, that we do want to provide it through gameplay. So in the demo, you see things like hunting, that's a gameplay system that's important. Sorry. Also, in the base camp, you may have seen the survival skills. So that's something where not only is Lara growing emotionally, but the player's growing from a gameplay perspective, and they even have some choice into how they want to grow. So what skills am I going to upgrade next? So just as an example, I think we had arrow retrieval. Resources are fairly scarce on the island, and arrow retrieval becomes important because if you put a few arrows into an enemy or an animal, you'll be able to retrieve those, and that's a skill that is meaningful. Another one that we had in the early demo is hunter. So if you do like hunting, that the survival instinct will now highlight those animals in the environment and make it easier to hunt. One of the things that we do is we try to deliver survival in an action way, right? There is a different game out there conceptually that you could have made of just very simulation-oriented survival. For us, we wanted to always keep it active. We did want to deliver those core themes like hunting, and the other thing that we showcased a little bit is the salvage system. So Lara starts with nothing, and she's got to basically build her arsenal of gear and weapons. So you see her get her first bow, but ultimately she'll be able to salvage items, broken weapons, and things, and upgrade her gear. And those not only make her more powerful and again sort of cater to player choice, but they also intersect gear gating. So as her gear becomes more powerful, she'll be able to access new areas, and that really plays into our larger game structure, which is sort of a hub-based structure. We definitely aren't doing an open world, but we do want to cater to exploration and sort of player-driven experiences as well. So we use hubs, and then as Lara comes back through hubs that she's been to, she's more powerful and she has more gear, and that's really gratifying. Prévu pour début 2013 sur PC et console HD, on imagine qu'on aura d'autres occasions de revenir sur ce reboot de Tomb Raider qui pour le moment nous fait méchamment saliver. Dans Tomb Raider, toi, t'as assisté à toute la présentation. Ouais. Donc, est-ce que c'est juste un Uncharted avec Lara Croft ou c'est un peu plus que ça quand même? J'ai l'impression qu'il y a ils essayent, pour beaucoup de scènes, en tout cas les scènes auxquelles j'ai assisté, ils essayent quand même de créer une ambiance. Il y a un réel travail sur la mise en scène. Ils essayent de te créer des paniers d'intensité, de te montrer tout simplement une Lara Croft en galère sur une île. Elle est swift, elle est nimble, elle est, tu vois, elle est athlétique, il y a pas de problème, mais elle est en galère. Et j'ai l'impression qu'ils y arrivent bien.
j'ai l'impression qu'ils y arrivent bien. Après, pour les idées de game system, faut voir un petit peu plus loin. Ce qu'ils vont nous présenter dans les semaines ou dans les mois à venir, mais de ce que j'avais vu, il y avait des trucs intéressants. Il y avait un skill tree, il me semble, pour la dimension survival, comme expliqué dans le reportage, des trucs où tu débloques des compétences, tu récupères tes flèches. Ouais, alors parce qu'apparemment les flèches et même d'une manière générale tous les items sur l'île sont rares. J'espère que ça sera vraiment le cas, tu vois. Et j'espère qu'on va pas trouver des carquois un petit peu partout à des endroits où normalement t'es pas censé en avoir. Parce que c'est ça aussi, ça fait partie des petits trucs qui niquent un petit peu l'immersion quand tu trouves des items, des balles. Enfin là, je pense tout de suite au Resident Evil, mais tu vois, quand tu trouves des balles dans des écoles primaires, enfin ça n'a pas de sens, tu vois. Donc là, j'espère qu'ils vont faire des trucs bien et qu'effectivement, ça sera la galère sur l'île. Là, ça peut être super intéressant. Alors maintenant, on va passer à autre chose, une autre ambiance. Donc cette fois-ci, plus combat tactique militaire, etc. Ça va être la critique flash de Ghost Recon Future Soldier. On va voir tout de suite si le jeu vaut le coup ou pas. Développé dans la douleur, Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier fait suite à Ghost Recon Advanced Warfighter 2, sorti en 2007. Cette série de third-person shooter militaire se distingue des Gears of War, Army of Two et autres Spec Ops The Line sur plusieurs points. La mise en avant d'un vrai teamplay, la possibilité de diriger ses troupes comme un puppet master avec l'option tacite « je ne tire que quand c'est nécessaire », la profusion de gadgets, et un gameplay posé, assez infiltration dans l'esprit, où la conquête d'une zone passe avant tout par la reconnaissance du terrain. 2 cibles marquées. À cette recette, les développeurs de Future Soldier ont ajouté un certain nombre d'éléments déterminants qu'ils sont parvenus à transformer en atouts majeurs. Tu le vois où? Déjà, nos gars sont équipés d'une combi Predator, leur permettant de jouer les caméléons dans les environnements très variés du jeu, pour peu qu'ils se déplacent lentement et accroupis. Cette combi est donc totalement en phase avec l'identité de la saga. On a ensuite le drone, que l'on peut déployer et contrôler afin de repérer le terrain, voire marquer des cibles à distance, que ces hommes pourront ensuite éliminer d'une simple pression de gâchette. Une nouvelle fois, ce gadget est un perfect match et complète à merveille les capteurs que l'on peut lancer à la manière d'une grenade pour lire le terrain et faire apparaître ses cibles potentielles. Et puis bien sûr, on a le fameux mode Gunsmith qui permet de modifier ses armes à la mano ou de manière automatique, exactement comme on pouvait customiser les quads du jeu d'arcade pur. Les joueurs Xbox équipés de Kinect pourront également jouer les armuriers maestro en recomposant leurs armes d'un simple geste des bras. On notera que ce mode Gunsmith peut également être exploité sur smartphone et tablette via l'application Ghost Recon Network qui permet de préparer ses parties et de checker ses stats à distance. À ces nouvelles idées, Ghost Recon Future Soldier ajoute le mode de jeu qui change tout, le coop à 4, en ligne, en drop-in, drop-out. Ici, il convient de préciser une chose. Contrairement à ce que peut laisser croire le dos de la jaquette du jeu et certaines infos communiquées sur des sites marchands, la campagne n'est pas jouable en split screen. Ce qui constitue une grosse déception, même si l'IA s'avère suffisamment solide pour rendre les parties solo très agréables. Seuls certains modes multi, comme Guerilla, l'équivalent du mode Horde de ce Ghost Recon, est jouable à plusieurs en local. On appréciera également la concision et la qualité des dialogues in-game, ainsi que l'efficacité du marquage et des fameux tirs synchro qui permettent d'abattre 4 cibles d'un coup. Je suis prêt à tirer. Je suis prêt. La réalisation technique du jeu, en revanche, est imparfaite. Les silhouettes des personnages se détachent assez mal des environnements, comme si certaines scènes avaient été tournées sur fond vert et incrustées ensuite maladroitement. La modélisation des visages s'avère aussi très figée et globalement la mise en scène du jeu n'est pas des plus efficaces. Certaines séquences cinématiques in-game sont trop longues et les temps de chargement peuvent être agaçants à la longue, même en ayant installé le jeu sur le disque dur. On regrettera aussi la présence de scripts parfois maladroits et ces phases assistées sur rail où l'on shoot en slow-mo. Et puis il est dommage que les développeurs aient choisi un système de régénération automatique de la santé, ce dernier allant à l'encontre du réalisme du jeu. Mais mis à part ses défauts, Ghost Recon Future Soldier est un titre solide, doté d'une bonne rejouabilité grâce à l'excellence de son teamplay et la présence de nombreux défis facultatifs. La campagne solo est assez longue, avec une douzaine de missions très variées, pour une durée de vie avoisinant la dizaine d'heures de jeu. Les modes multi sont également assez nombreux, avec de la compète à 6 contre 6, un système de classe et les habituels points d'expérience. Sans nous exploser les rétines ni révolutionner le genre, ce Ghost est donc un bon titre qui peut devenir carrément génial si vous jouez à 4 avec des potes en ligne. Où est l'américain? Donc voilà, vous venez de voir la critique de Ghost Recon Future Soldier. Donc les développeurs n'ont pas complètement tenu leur pari. Donc le jeu est intéressant. Il est clairement intéressant lorsqu'on y joue à 4. Lorsqu'on y joue tout seul, c'est déjà nettement moins sympa. Parce que clairement, c'est un titre qui profite de l'émulation dans un groupe. Donc à partir du moment où tu joues avec d'autres gens, que ce soit online ou avec quelqu'un juste à côté de toi, c'est tout de suite, ça crée quelque chose de plus fort.
Donc ça paraît évident, mais au final ça marche vraiment beaucoup mieux lorsqu'on est accompagné. Et même si le jeu a des petits défauts à la con, il y a plein de possibilités, mais on est par moments très assisté. On sent qu'ils sont partis un petit peu dans plein de directions différentes, et il y a des trucs qui collent pas. Il y a des trucs qui collent pas et qui sont assez agaçants. Donc c'est pas une déception non plus, mais c'est une semi-déception. En tout cas, on attend beaucoup plus des prochains titres Ubisoft. Clairement. En particulier Assassin's 3, Far Cry 3, Watch Dogs, Zombie U, etc. Puis même Rayman Legends, la totale, faites mieux les mecs. Mais maintenant, on va voir autre chose. On va passer à un jeu indé. On va passer à Splice, qui vient de sortir là, il y a récemment sur PC, qui est téléchargeable via Steam, et qui est un petit puzzle game à base de séquences ADN, pas inintéressant du tout. Quatrième production du studio américain Cypher Prime, après Auditorium, Pulse et Fractal, Splice est un puzzle game assez atypique doté d'une très forte personnalité. Prenons le contexte du jeu déjà, celui de la recomposition cellulaire. L'idée est de prendre une séquence cellulaire donnée afin de l'adapter à la structure cible. En gros, vous avez plusieurs cellules, reliées les unes aux autres, qu'il faudra drag and dropper afin qu'elles s'ajustent à la silhouette blanche tracée en pointillé. En attrapant une cellule, les emplacements susceptibles de l'accueillir apparaissent alors, l'objectif étant de recréer la structure souhaitée dans le nombre de coups impartis. Mais rien n'est simple. Pour commencer, les cellules étant reliées les unes aux autres, elles se déplacent souvent par grappes et de manière organique. Le fait de déplacer une suite de cellules influera ainsi sur les autres suites, ce qui permet de modifier d'un coup l'ensemble du dispositif cellulaire. Bon, là j'imagine que j'ai perdu la majorité d'entre vous. Ce qui est compréhensible, Splice propose en effet une logique que l'on finit par saisir à force de pratique. On vous conseille donc de télécharger la démo, histoire de vous familiariser avec le principe du jeu, avant de downloader la version complète et ses 75 puzzles. Rapidement, de nouveaux types de cellules apparaissent. Certaines peuvent donner naissance à une cellule supplémentaire, d'autres doubleront la suite de cellules qui lui sont reliées, ou à l'inverse, la feront disparaître. Sachez enfin que certains puzzles proposent une suite de coups angéliques, c'est-à-dire qu'il sera possible de restructurer sa séquence en moins de coups que le nombre imposé. Outre son concept surprenant, Splice dénote par sa réalisation très artistique. Les graphismes dépouillés représentent parfaitement les séquences cellulaires avec de petits effets spéciaux bien sentis, comme ces effets d'ondulation lorsqu'on finalise une structure ou ces effets de parasitage vidéo lorsque l'on remonte dans le temps. L'interface du jeu, très ergonomique, permet en effet de revenir en arrière pour reprendre 2 coups avant, voire tout au début, en jouant avec la molette de la souris. Ce faisant, même la musique sera rembobinée. La bande originale du jeu contribue d'ailleurs énormément à forger l'identité scientifico-arty indé de Splice. Entièrement joué au piano par Tencent, cette BO comprend 7 tracks et peut être téléchargée avec ou sans le jeu. Le jeu seul vous coûtera environ 10 €. Un bon investissement pour tout amateur de puzzle game désirant se confronter à autre chose qu'un énième match 3 à la Bejeweled. Espérons maintenant que Splice soit un jour adapté sur les écrans tactiles des smartphones et autres tablettes, sa maniabilité et sa réalisation technique étant parfaites pour ce type de support. Voilà, Splice c'était un peu genre moment de repos, genre avec la musique au piano et tout, c'était assez cool. Là on va vraiment changer complètement d'ambiance. On va passer donc à un jeu vidéo qui est un petit peu inspiré de Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, qui est le bouquin qui avait inspiré Coppola pour Apocalypse Now, donc un livre extrêmement noir. Et le propos justement de Spec Ops The Line, donc le jeu dont on va voir la critique là bientôt, c'est justement un propos extrêmement dark, où on se retrouve à Dubaï, avec, on dirige une petite escouade de soldats, et on essaye de savoir ce qui s'est passé, puisqu'une autre escouade de soldats, qui était là en pleine ville au moment où celle-ci a été ravagée par les éléments, les tempêtes de sable, etc., a disparu. Et lorsqu'on arrive, il y a des cadavres partout, c'est la guerre totale, etc. Il y a visiblement des mecs qui ont sérieusement vrillé. Et donc là, la critique a été réalisée par Gab, et on va pas spoiler plus que ça, mais il a kiffé le jeu, mais un truc de fou. S'il est difficile de savoir si on peut parler de mode concernant les différents genres de jeux vidéo, il est indéniable que certains univers ou jouabilités sont plus populaires que d'autres à telle ou telle époque. Un des genres les plus appréciés du moment est le third-person shooter. Gears of War, Uncharted, Max Payne et son comeback, inutile de tous les citer, vous devriez bien les connaître si vous regardez régulièrement Classé 18+. Mais depuis le premier Gears, le genre tourne un peu en rond. Si chaque licence apporte sa touche personnelle, sa petite feature inédite, les grands TPS se font rares et ne font qu'améliorer une recette déjà existante aux dépens de l'originalité.
est-ce prêt de changer? Peut-être, c'est en tout cas le but avoué de Spec Ops The Line, annoncé il y a plus de 2 ans avec un trailer absolument ahurissant, montrant un Dubaï ravagé par des tempêtes de sable et par un micro-régime totalitaire. L'ambition des développeurs, réaliser un shooter psychologique centré autour de choix moraux, à la croisée d'Apocalypse Now et de BioShock. Ça a l'air alléchant dit comme ça, mais méfiance, la dernière fois qu'on nous a vendu un shooter à l'ambiance unique et dérangeante, c'était Homefront pour un résultat proche de la catastrophe. Que vaut vraiment Spec Ops The Line? On va voir ça tout de suite. Ok Adams, à toi l'honneur, si c'est ce que tu veux. Depuis des mois, la ville de Dubaï est balayée par de violentes tempêtes de sable. Le 3e régiment de l'armée américaine, parti en mission pour aider d'éventuels survivants, n'a plus donné signe de vie depuis des semaines. Vous incarnez le capitaine Walker, un soldat américain accompagné du lieutenant Adams et du sergent Lugo. Votre mission, retrouver le colonel Conrad, l'homme à la tête du 33e régiment, et éventuellement sauver quelques civils. Ouais, ça a dû m'influencer. Le synopsis peut faire penser à un scénario classique, mais il n'en est rien. De mémoire de joueur, jamais un shooter militaire ou un Gears-like n'a proposé une histoire aussi puissante et éprouvante que celle de Spec Ops The Line. Pour faire un bon récit, il faut de bons personnages, ce qui manque à beaucoup de TPS. Ça tombe bien, Spec Ops en a. Walker, le héros, est remarquablement bien écrit. Plus vous avancerez dans le jeu, plus sa folie grandira, engendrant certains des moments émotionnellement les plus durs jamais vus dans un TPS. Faut qu'on continue. Ses compagnons, Adams et Lugo, bénéficient également d'une grande qualité d'écriture et sont intelligemment développés. Ouais, t'as raison. Tout miser sur Gould, c'est vraiment débile. Putain, ras le cul de cette merde. Je t'emmerde. Au moins moi, je fais mon boulot. Le jeu est court, ne vous attendez donc pas à connaître la totalité de leur background comme dans un Mass Effect. Mais malgré cette contrainte de temps, ils ont l'occasion de dévoiler leur personnalité et leur propre morale, parfois contradictoire avec celle de Walker. Bordel, mais c'est une blague. C'est du phosphore blanc. Je sais ce que c'est. Vous savez ce que ça fait cette merde? On peut pas On n'a pas s'en vraiment le servir. choix, Lugo. On a toujours le choix. La preuve, on se souvient de leur nom, contrairement aux personnages insipides de nombreux jeux. Les personnages secondaires ne sont pas en reste. Par qui commence-t-on? Par les agents de la CIA aux intentions troubles? Par le colonel Conrad, dont le passé commun avec Walker soulève de nombreuses questions? Ou bien par le mystérieux DJ, taulier de la radio locale diplômé en torture militaire, mélange entre le Joker et Andrew Ryan. Je veux dire, franchement, vous pensiez vraiment qu'on allait vous laisser entrer comme ça? Spec Ops dispose d'une tripotée de personnages intéressants et absolument pas manichéens. Alliés ou ennemis, chaque protagoniste évolue dans une zone grise, et les divers retournements de situation accentueront ce constat. Car si l'aventure est courte, elle reste néanmoins extrêmement dense et bien rythmée. Chaque chapitre apporte un élément supplémentaire à l'intrigue, que ce soit un twist ou un pas supplémentaire dans la folie de Walker. Et si baisse de rythme il y a, elle est volontaire et sert à vous faire prendre du recul sur vos actes. Vos actes, oui, car le joueur que vous êtes est un personnage à part entière du jeu, le 4e membre de l'escouade de Walker en quelque sorte. Ce dernier a parfois des visions étranges, et plus on s'approche de la fin du jeu, plus sa folie est grandissante, et c'est véritablement vous qui devrez démêler le vrai du faux. Cela se traduit notamment par la place des choix moraux, rarement aussi bien exploités dans un jeu, tout simplement parce qu'ils n'ont généralement aucune importance dans le déroulement de l'aventure. On a le champ libre jusqu'à Gould. Et pour les civils alors? On doit faire quelque chose. Écoute, je sais que c'est moche, mais Gould est vital pour la mission, pas les civils. Notre mission, c'est de sauver des vies. Par exemple, dans BioShock, sauver les petites sœurs était avant tout rentable, car elles vous donnaient de l'Adam en cadeau. Résultat, on finissait par exploiter les choix moraux et non plus les vivre. Spec Ops adopte une toute autre approche. Lorsque vous devrez juger 2 hommes, tuer l'un ou l'autre ne vous rapportera rien. Votre choix sera ainsi uniquement dicté par votre morale, vous soumettant ainsi à un vrai dilemme et vous immergeant un peu plus dans l'intrigue. La mise en scène de ces séquences est également un gros point positif. Ici, le choix ne caractérise pas une simple pression sur un bouton pour valider une réponse A ou B, mais par un coup de feu en pleine tête ou par l'immobilisme, rendant l'ensemble extrêmement convaincant et parfois éprouvant. Votre présence en tant que personnage à part entière se traduit également par un 4e mur brisé intelligemment et jamais explicitement. Seuls les plus attentifs entendront certaines répliques étranges du héros ou verront des écrans de chargement s'adressant directement à eux. Les développeurs nous proposent ici un scénario à plusieurs niveaux de lecture, que les personnes dissipées trouveront brouillon et maladroit, mais que les esprits tordus analysant le moindre indice seront appréciés à sa juste valeur. Je croyais qu'on venait sauver des gens. Putain, vite! Vite!
Si Spec Ops surprend par son scénario, il n'en est pas de même de son gameplay. The Line reprend la jouabilité axée autour du cover system, popularisé par Gears of War. On court, on se met à couvert, on canarde ses ennemis, on passe d'abri en abri, pas la peine de vous faire un dessin. Mais si cette jouabilité est classique, elle n'en est pas moins efficace. Spec Ops est un des Gears-like les plus agréables à jouer tout simplement. La vitesse de Walter est suffisamment élevée pour être agréable. Ses possibilités acrobatiques sont assez étendues pour qu'on ne soit jamais bloqué. Bref, ça bouge bien. On regrettera l'absence de roulade et la rigidité un poil trop accentuée de notre personnage, mais rien de bien méchant. L'intelligence artificielle, point faible de bon nombre de jeux, n'est certes pas parfaite, mais fait partie de la moyenne haute du genre. Les ennemis ne sont pas coriaces qu'en raison de leur résistance ou de leur nombre, mais aussi des diverses techniques qu'ils exploitent à base de contournements et de lancers de grenades. L'IA de vos alliés est du même acabit. Ils ne vous handicaperont quasiment jamais, répondront à vos ordres rapidement, se mettent à couvert et ne se jettent pas sur la Gatling pendant qu'elle tire. Un bon point donc. Seul bémol, l'utilisation de grenades aveuglantes est une action contextuelle intervenant aléatoirement et non pas un ordre disponible constamment. Je veux une flash là-dedans! Côté arsenal, Spec Ops est encore une fois classique mais ultra efficace, tout en incorporant quelques petites originalités comme la grenade adhésive. On soulignera également la présence d'un bullet time d'1 seconde survenant après un headshot, inutile en termes de jouabilité, mais rythmant efficacement les combats. Du côté du level design, le constat est un brin différent. Si on n'échappe pas au poncif du Gears-like, c'est-à-dire des niveaux avec des caisses et autres canapés se trouvant bizarrement sur votre chemin pour servir d'abri, les développeurs parviennent à nous étonner avec de nombreuses idées. La première est la place prépondérante de l'environnement. Vous serez parfois pris dans une tempête de sable, réduisant ainsi votre visibilité et votre mobilité. Même si la survie contre l'environnement est en retrait par rapport au combat contre les ennemis, elle reste tout de même présente en filigrane, offrant parfois quelques frissons aux joueurs. Cet environnement est également partiellement destructible. Certaines couvertures deviendront inefficaces après avoir encaissé plusieurs rafales de mitrailleuses, mais surtout, vous pourrez tuer vos ennemis en tirant au bon endroit, comme sur un bus rempli de sable. Enfin, certaines séquences de jeu sont des merveilles de maîtrise rythmique et technique. Citons à titre d'exemple, le passage où le sol fait de sable s'effondre sous vos pieds. Et surtout, la scène où vous êtes aveuglé par des lumières clignotantes et enfermé dans une pièce remplie d'ennemis. Mais où il est passé? C'est une blague? Le tableau n'est malheureusement pas parfait. S'il y a un point énervant, c'est le manque de feedback sur votre santé. Concrètement, il est difficile de savoir si on est sur le point de mourir ou non, les couleurs symbolisant la faiblesse du personnage n'étant pas assez extrêmes, contrairement à Uncharted. On peut également pester sur la surpuissance des grenades, surtout quand on ne peut les esquiver avec une roulade. Mais si des défauts sont présents, ils sont contrebalancés par un gameplay au poil. Notons la présence d'un mode multijoueur en ligne que nous n'avons pas pu tester, faute en l'absence de joueurs en ligne, mais il paraît solide avec son gameplay centré autour d'un système de classes et ses modes de jeu assez variés. Néanmoins, cette partie-là n'est-elle pas un peu hors sujet? Spec Ops est un jeu basé avant tout sur la psychologie, où le gameplay sert l'histoire. Pour le multijoueur, d'autres titres sont bien mieux armés pour satisfaire le joueur. Spec Ops se distingue du reste des TPS, non seulement grâce à son scénario, mais aussi grâce à sa direction artistique. La bande-son se compose de rock des années 70, rappelant aussi les sonorités des films de la guerre du Vietnam, comme Apocalypse Now. Ok, on continue. Graphiquement, The Line n'est pas en reste. Artistiquement, c'est une grande réussite. Pas de gris ou de marron ici, mais essentiellement du jaune et du bleu, les couleurs du désert. La palette de couleurs est extrêmement variée, une chose rare pour un TPS. Le design global est également très réussi avec un Dubaï en ruine dont les panoramas sont à couper le souffle. Wow. Ce qui se passe à Dubaï reste à Dubaï. D'ailleurs, Spec Ops est un des rares jeux exploitant correctement l'Unreal Engine 3, le moteur d'Epic Games. Si les décors n'égalent pas ceux d'un Gears 3 techniquement parlant, on n'en est pas loin. Les équipes de Yager se sont surtout focalisées sur certains éléments graphiques. À ce titre, les effets de particules, de sable plus particulièrement, sont très réussis. Spec Ops The Line réussit son pari haut la main. Nous sommes face au premier grand shooter psychologique. Malgré les situations totalement dérangeantes, Spec Ops réussit à rester juste, en titillant la ligne jaune sans jamais la franchir. Et si les premières heures peuvent paraître maladroites et violentes gratuitement, il n'en est rien. Chaque phrase, chaque situation est pensée pour nous délivrer un message, que l'on ne comprendra qu'après un deuxième run à tête reposée. J'ai sauvé de nombreuses vies, et j'en ai pris encore plus. La folie grandissante de Walter est l'une des représentations de cet état les plus réussies du jeu vidéo. Point de surenchère stylistique ou larmoyante, le ton parvient à rester juste durant toute la durée de l'aventure. C'est vous qui l'avez voulu.
Cette durée, justement, peut être considérée comme un problème. Avec à peine 6 heures de jeu, Spec Ops est court, très court. Mais dans le cas présent, cette faible durée de vie est aussi un point positif. L'aventure proposée n'étant pas diluée pour garder toute sa force et son impact. Car Spec Ops n'est pas que le meilleur TPS sorti depuis le premier Gears of War. C'est aussi un énorme coup de poing, une baffe monumentale, une œuvre sombre aux multiples niveaux de lecture. Un voyage réservé à un public adulte et averti. Merde! Voilà, ce Classé 18+ est terminé. Ça fait plaisir quand même de terminer cette émission. C'est la dernière de la saison avec un jeu qui visiblement a créé beaucoup d'enthousiasme chez Gab, mais pas uniquement chez Gab. Il y a d'autres gens de la rédaction qui ont essayé le jeu, qui ont vraiment bien apprécié. Ouais. C'est-à-dire que non seulement le gameplay est très carré, c'est pas révolutionnaire pour un sou, mais ça fonctionne vraiment bien, c'est très agréable à jouer. Et surtout, t'as une dimension narrative, t'as un gros effort qui a été porté sur le scénario qui fonctionne et qui clairement met très mal à l'aise le joueur par moment, et donc ça c'est intéressant. D'accord, c'est rare pour les jeux de guerre de ce style. Complètement. En général, t'as une mission, tu dois te sauver, enfin c'est de la merde, tu vois. Ok, et donc là rien à voir avec Gears of War. Plus intéressant. Et maintenant, c'est terminé. Hein. Donc on va teaser vaguement un petit peu pour la prochaine Classé 18+, qui aura lieu donc sans doute en septembre pour la rentrée. Et donc on aura pas mal de choses, puisque cet été, et en particulier au mois d'août, je crois, plusieurs titres 18+ très attendus vont sortir. Tout à fait, t'as Sleeping Dogs qui va sortir, donc ça, très attendu, duquel on va parler. Tu dois avoir aussi Darksiders 2. Ouais, voilà, ça on va en parler. C'est cool. Ça, bien. On aura également des petites interviews, on va pas mal bosser cet été aussi. Donc on aura par exemple celle consacrée à Borderlands 2, et puis plein d'autres surprises, des avant-premières, etc. en fonction de l'actualité à ce moment-là. Et donc on vous souhaite d'excellentes vacances, de bien profiter du soleil pour bronzer, et puis aussi un petit peu de jouer. Tu sais pas à qui tu t'adresses, tu profites du soleil pour bronzer. Il faut bronzer un petit peu, quoi. Il faut prendre le bouquin, il faut aller dans le parc, et bing, on lit. Ou alors il faut sortir sa 3DS, pour faire des parties d'Icarus. Voilà, ça c'est bien. Voilà, ça c'est très bien ça. Donc à bientôt tout le monde, et puis voilà, à bientôt.